Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de l'heure du mi-temps, en ce moment où on réfléchit à changer de carrière, à changer de vie parfois. On va en parler avec Aymeric Le Breton, il est docteur en psychologie et fondateur d'Orientaction. Il sera notre invité dans quelques instants. Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire des entreprises engagées pour l'emploi des jeunes et pas seulement. Et on accueillera Laurent Laïc, il est le président du groupe Lavarap. On parlera justement de son entreprise, une entreprise d'insertion très engagée justement vers les jeunes. Et puis le cercle RH, on parle beaucoup des retraites et évidemment avec ce débat, ce mouvement social en France, on a essayé d'élargir, essayer de savoir ce qui se passait en Europe et peut-être même aux États-Unis. Quels sont les modèles, capitalisation, répartition? On fera le point avec des experts. Pascal Johannin sera avec nous et Roxana Elata de Philippis. Elle est experte et maîtresse et maître de conférences en sociologie. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, eh bien Julien Morisson nous parlera de la communication authentique. Qu'est-ce que c'est qu'une communication authentique? On en parlera pour terminer notre émission dans Fenêtre sur l'emploi. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de la reconversion, de ce moment de vie, 40-45 ans, où on s'interroge sur son avenir, son envie de poursuivre sa carrière dans ce métier. Et on en parle justement avec Aymeric Le Breton. Bonjour Aymeric. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous étiez venu il y a une année déjà sur notre plateau Smart Job, mais là vous avez choisi de nous parler de cette heure du mi-temps. Vous qui êtes docteur en psychologie, avant de parler à l'entrepreneur, c'est quoi ce moment du mi-temps? C'est un moment de bascule, c'est un moment de quoi? D'introspection? Le mi-temps, c'est un moment en fait au milieu de la vie, autour effectivement de 40-45 ans, où on a le sentiment d'avoir accompli quelque chose, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Et le fait d'avoir accompli ça, ça va nous donner envie peut-être de faire autre chose, de différent, peut-être de plus conforme avec nos valeurs, avec ce qu'on voulait vraiment, ce qu'on a peut-être eu le sentiment de sacrifier pendant cette première partie de carrière, où on a accepté des contraintes qu'on a peut-être un peu moins envie d'accepter. Est-ce que le Covid, et je me tourne vers vous là, et vers l'entrepreneur qui accompagne sur les bilans de compétences, est-ce que le Covid a accéléré ce processus, j'allais dire, de remise en question profonde? Oui, ça a été incroyable parce que les personnes, elles ont eu tout d'un coup le temps. Le temps de réfléchir sur elles, à ce qu'elles voulaient plus. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, cette pause, ce qu'on fait dans un bilan de compétences, finalement, on fait une sorte de pause dans sa carrière, mais là, on l'a eu, on avait un mois, 2 mois chez soi à penser, à réfléchir, et donc il y a eu forcément cette réflexion. Pour prendre le contre-pied et faire un effet miroir, il y a aussi des salariés qui regardent leur vie au mi-temps et qui se disent « mais j'ai rien fait, ma vie est vide et je dois accélérer parce que maintenant le chrono tourne ». Il y a aussi ce phénomène-là. Il y a aussi ça. Alors effectivement, il peut y avoir un sentiment de ne pas avoir été à la hauteur de ses espérances, de ne pas avoir atteint les objectifs qu'on voulait. Mais en réalité, on n'a pas rien fait. En fait, on a acquis quand même des compétences, on a développé des talents. On ne le voit pas toujours, on n'en a pas toujours conscience, mais on a plein de choses en fait qu'on peut utiliser. Il y a 2 sujets dans ce qu'on évoque. Il y a l'aspect psychologique, c'est-à-dire l'envie de transformer quelque chose, même changer de vie. Et puis il y a un mot beaucoup plus, je dirais, prosaïque, c'est la reconversion, dont on nous parle énormément. Ce chiffre, 87% des Français pourraient être incités à changer de métier. Et j'allais dire inciter à changer de métier. Le mot inciter, c'est on leur dit globalement, tu devrais quand même aller faire un bilan de compétences parce que dans 3-4 ans, je ne suis pas sûr que ton métier existe encore. Ça, c'est un autre volet, j'allais dire, angoissant. Et là, je me retourne encore vers le psychologue. C'est assez angoissant quand on vous dit ça quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que durant les 20 dernières années, le monde s'est énormément accéléré. Du coup, les emplois se sont transformés très rapidement. Et on va dire que c'était plutôt les entreprises qui imposaient le changement aux salariés. Bah oui. Et puis à un moment donné, les salariés se sont adaptés à cette nouvelle ère. Ils se sont dit, finalement, ça peut être aussi intéressant pour moi de changer. J'ai une liberté, je vais l'exercer. Et donc là, c'est un peu la situation inverse qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire que c'est plutôt les entreprises qui courent après les salariés qui, eux, se disent, oui, moi j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de faire un métier que j'aime, j'ai envie de réussir dans tel ou tel domaine, et qui changent par eux-mêmes. Voilà. Et ça, c'est intéressant, cette idée qu'il y a un transfert de ce désir qui venait de l'entreprise et qui passe chez le salarié. Et dans les 3 motivations de reconversion professionnelle, c'est intéressant parce que ça rejoint le début de notre échange. Qualité de vie à 36%,
La rémunération à 29%, il ne faut pas l'oublier, on n'est que dans le sens, mais la rémunération, elle est là. Et puis l'équilibre de vie pro et vie perso à 15%. On voit bien, là encore une fois, que l'effet Covid, que l'effet j'ai besoin aussi de partager du temps avec ma famille, ça c'est un peu nouveau. C'est ce qu'ils vous disent finalement, ceux qui poussent la porte de votre entreprise. Oui, beaucoup. C'est vrai qu'on a... J'en peux plus, quoi. On sent qu'il y a une aspiration, en tout cas, à ne pas faire que travailler. Alors, ça dépend en fait des emplois qu'on occupe, parce que si on est dans des emplois un peu contraints, forcément, là, ce désir-là, il est d'autant plus fort. Oui. Quand on a des jobs où on est plutôt, on a la possibilité de prendre de la décision, on a de l'autonomie, c'est stimulant, on aime. Là, on n'est pas du tout forcément dans l'envie de réduire la voilure. Concrètement, par rapport à ceux qui poussent la porte de votre structure Orientation, combien vont au bout? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des bilans de compétences, parfois elles le font d'elles-mêmes, d'autres sont incitées à le faire, puis ça ne va pas au bout, parce que globalement, ils se sont aperçus que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Il y a ce phénomène-là, il y a cette espèce de fantasme de l'ailleurs, puis on se dit, après tout, ce que j'ai là devant moi n'est pas si mal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a forcément une transformation, il y a forcément un changement, il y a forcément quelque chose qui se passe. Après, ce changement, il n'est pas aussi spectaculaire qu'on se plaît parfois à le lire dans la presse avec des changements de vie radicaux, où on va habiter en Lozère, élever des chevaux. Non, les changements, c'est plus des ajustements. C'est voilà, je vais prendre un nouveau projet, je vais changer de poste en interne, je vais me créer une coactivité. Voilà, on est plutôt nous, en tout cas chez Orientation, dans des transitions douces, et donc on est plutôt à inciter des ajustements plutôt que des transformations radicales. Ouais, des petits pas. Pas le grand pas qu'on n'est pas sûr de faire, en fait. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Il vaut mieux avancer par petits pas et transformer sa vie dans la durée, d'où l'intérêt quand même d'avoir un objectif de long terme, c'est-à-dire un objectif à 10 ans, et puis petit à petit, on va s'en rapprocher. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. On se met en dynamique pour se rapprocher de cet objectif. Et puis rappelons aussi que le bilan de compétences, c'est souvent l'occasion de découvrir réellement qui on est, puisqu'on a accumulé des compétences tout au long de sa vie, ou une partie de sa vie, sans trop savoir qu'on les avait. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le bilan de compétences, c'est qu'il va venir révéler des choses qu'on n'avait pas forcément observées soi-même. Alors, c'est un révélateur de talent, de compétences, et c'est aussi un révélateur d'aspiration. Parce que c'est vrai, j'ai parlé tout à l'heure du mot de contrainte, mais souvent au début de sa carrière, on se force un peu, on s'adapte au monde dans lequel on est. Et le bilan de compétences, souvent, on découvre qui on est si on n'avait pas l'obligation de s'adapter. Ah ouais. Et là, ça nous donne un objectif vers quoi on peut aller pour être plus épanoui. C'est ça qui est intéressant. Et avant de nous quitter, la transformation, on a son bilan de compétences, on a finalement un peu sa photographie de soi-même, de ce que l'on est psychologiquement, dans ses appétences, dans son caractère, dans ses compétences. La transformation, vous avez des statistiques sur... on a fait le bilan, ça se transforme ou pas? C'est quoi la bascule? Il y a une personne sur deux, globalement, qui change de métier à l'issue d'un bilan de compétences. Et après, les autres, c'est des ajustements. On ajuste. On ne change pas forcément de métier, mais on va changer de service. On va prendre de nouveaux projets, faire une formation pour développer ses compétences. Donc, on est quand même dans la transformation, mais pas dans le changement radical. Mais voilà, à peu près une personne sur deux. Donc, une personne sur deux, en tout cas à travers vous et votre entreprise, change de métier et les autres transforment quelque chose quand même. Oui, tout à fait. Et en tout cas, elles ont pris conscience de qui elles étaient de manière peut-être plus précise et plus affinée. Elles n'en avaient pas forcément conscience. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite. L'entreprise est au Mans, me semble-t-il. Alors, elle est au Mans, mais elle est implantée partout en France. En fait, on a 450 implantations. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Basé au Mans, Orientation, mais avec des bureaux partout en France, si vous souhaitez justement vous engager dans un bilan de compétences. C'est quoi? C'est 3 mois? C'est 6 mois? C'est quoi le délai? Il faut compter entre 4 et 6 mois voilà, pour se laisser le temps de bien réfléchir, d'explorer, de poser les choses. Merci Aymeric Le Breton de nous avoir rendu visite. Vous êtes le fondateur à la tête d'Orientation, justement sur ce moment du mi-temps qui est un moment important dans la vie des femmes et des hommes. La suite de notre programme, ce sont les entreprises qui s'engagent. Vous connaissez notre rubrique, cette communauté d'entreprises engagées justement pour créer des emplois et des emplois en direction des jeunes et de l'insertion. Vous allez le découvrir juste après ce jingle. Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire pour faire un focus sur des entreprises, une entreprise en particulier aujourd'hui qui s'engage pour l'insertion, pour l'emploi des jeunes. Et on accueille Laurent Laïc. Bonjour Laurent. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors président du groupe Lavarap.
On ne va pas faire de haute montagne avec vous, mais quelques mots d'abord sur Lavarap, parce que c'est quand même une sacrément belle entreprise d'insertion qui en fait pilote tout un groupe d'entreprises. On est bien d'accord, c'est bien ça Lavarap? Tout à fait. Lavarap, c'est une entreprise comme n'importe quelle entreprise, avec plusieurs branches d'activité, et qui a une raison d'être particulière. Cette raison d'être, c'est permettre à chacun de jouer son rôle dans la société. Donc on se lève le matin, nos équipes se lèvent le matin en disant, tiens, on va permettre aux gens de se réaliser au travers du travail qu'on va leur donner et des activités qu'on va faire. Entreprise d'insertion, on a reçu récemment dans notre émission la vice-présidente justement de la Fédération des entreprises d'insertion. La vôtre, elle est grosse, Laurent Laïc, parce que c'est en équivalent temps plein 2800 emplois et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. On développe 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 4 pôles d'activité, un pôle environnement, un pôle éco-construction, un pôle ressources et compétences et un pôle santé. Et en fait, on développe des prestations dans la transition écologique et dans le métier du soin. Et tout ça, on le fait en entreprise d'insertion. Ça veut dire qu'une partie de nos salariés sont en difficulté d'emploi. On les recrute, on les fait travailler et on leur permet de jouer leur rôle dans la société. Et de repartir ensuite, pour certains d'entre eux, dans des entreprises plus traditionnelles. Après un passage, vous les gardez ou pas, vos salariés? Comment ça se passe? C'est un tremplin ou c'est un endroit où on reste? C'est les deux à la fois. À la fois, c'est un tremplin, c'est-à-dire que pour le gros des troupes, le principe, c'est qu'on va les salarier pendant au maximum 24 mois et au bout d'un certain temps, alors chez nous, c'est plutôt 12 mois qui restent, ils vont nous quitter parce qu'ils vont trouver un emploi ailleurs. Donc on dit souvent, quand la personne devient productive, quand elle produit dans des cadences normales de production, quand elle a un niveau de qualité suffisant, et donc elle est rentable pour l'entreprise, elle va nous quitter pour aller faire d'autres emplois ailleurs. Et puis après, on va recruter des gens et on va en garder, évidemment, dans nos équipes en fonction de la croissance de nos activités. Thibaut Guilluy, qui vient régulièrement, qui est le haut-commissaire à l'emploi et aux entreprises, qui porte évidemment lui aussi ce réseau de ces entreprises qui s'engagent. D'abord, pourquoi avoir fait le choix d'intégrer cette communauté de plus de 40 000 ou 50 000 entreprises qui aujourd'hui appartiennent à ce réseau? C'était quoi l'idée pour vous d'intégrer le réseau? Intégrer le réseau, pour nous, d'abord c'est appartenir. Dans la vie, on a besoin d'être ancré. Alors on est ancré sur les territoires. Une entreprise d'insertion, c'est aussi une entreprise territoriale, mais on doit être aussi complètement ancré dans le monde entrepreneurial. Et c'est cet ancrage-là qu'on est allé chercher pour les échanges de pratiques et le travail qu'on peut faire avec. Je trouve que c'est un sujet qui est souvent un peu laissé de côté dans les entreprises d'insertion. Alors là, vous communiquez, la fédération communique de son côté. On en parle peu. Comment vous l'expliquez? On parle des grands groupes, on parle des belles entreprises, de nos ETI. On parle trop peu de ces entreprises parce que, vous le dites dès le début, c'est une vraie entreprise. C'est pas de l'insertion, c'est une entreprise. Alors effectivement, on en parle peu parce que c'est des modèles toujours un peu compliqués. Quand on demande aux gens est-ce qu'une entreprise doit être ou peut être sociale, naturellement ils disent évidemment, puisqu'une entreprise emploie des personnes. Mais quand on est dans le monde des affaires, entre guillemets, on sépare toujours le business et le social, et éventuellement l'environnement. Alors qu'en fait, tout ça est un même tout. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer. Et ce modèle est assez singulier en Europe, puisque c'est rare qu'il y ait des entreprises économiques dans le marché qui est aussi un volet social et environnemental très fort. On ne le dira pas assez, mais les grands groupes, les donneurs d'ordre, ont besoin aussi pour leur RSE, pour montrer aussi qu'elles s'engagent pour l'inclusion, pour l'insertion, de s'appuyer sur des entreprises d'insertion. C'est très important. Alors, effectivement, on a des partenariats avec la plupart des grandes entreprises ou des grosses PME, soit parce qu'on travaille pour elles, soit parce qu'on monte des business ensemble, on fait des co-entreprises, soit parfois parce qu'on les rachète aussi, on rachète des entreprises classiques pour les transformer en entreprises d'insertion. Et puis Laurent Laïc, vous et quelques autres savez, j'allais dire, faire la fête et vous rassembler autour d'événements importants, comme cet événement qui a eu lieu à Marseille, vous étiez évidemment présent. Il y avait le haut-commissaire, d'ailleurs, à l'emploi, mais il y avait aussi le délégué interministériel à la jeunesse. Tout à fait. Qui, je crois, a rappé sur scène. Il a fait un slam, il n'a pas rappé, il a slamé. Quelques images, parce que j'aimerais que vous nous en parliez de cet événement. C'est aussi une manière de donner une visibilité, une certaine jeunesse au mouvement. Regardez ces images, ça se passait à Marseille, et c'était un très bel événement, sous la houlette, d'ailleurs, d'un rappeur très connu. Comment on l'appelle? Il y avait Soso Manès. Soso Manès. Et puis il y avait aussi Alonso. Qui est effectivement quand même des personnalités et des figures marseillaises. Regardez ces images. Tous les matins, on prenait la matinée pour essayer d'écrire une chanson, je rappe une chanson, d'essayer de la présenter ce soir. On apprend beaucoup de choses, mais là aujourd'hui, j'arrive de monter sur scène, c'est quelque chose que j'ai jamais imaginé de le faire.
ça peut être que du positif. J'ai fait de nouvelles connaissances, ça m'a permis d'agrandir mon réseau. Pendant ces 10 jours, c'est vrai que j'en sors grandi et j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et ça a été un gros projet qui a été une aventure humaine pour moi. Et c'est vrai que là, on se dit, on est tous ensemble et c'est vrai qu'on est tous solidaires entre nous. Tous solidaires, dignité, j'ai repris confiance. Au-delà du business dur dont vous nous parlez, des donneurs d'ordre, des entreprises, c'est quand même des moments importants pour ces jeunes-là. Ils avaient décroché scolairement, ils ne trouvaient pas de boulot, ils s'intègrent. Et puis là, ils viennent sur scène et c'est un supplément d'âme quand même. Alors, l'exemple que vous avez là est le cœur un peu de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit s'adresser aux personnes les plus éloignées de l'emploi, ceux souvent qu'on qualifie comme invisibles. J'aime pas trop ce terme, mais c'est souvent ou les comme ça. NEETs. Ou les NEETs. Voilà. Et ben, cet événement qui a été monté, c'est eux-mêmes qui l'ont monté. C'est-à-dire que c'est eux qui l'ont organisé de A à Z. C'est eux qui ont invité les personnes. C'est eux qui ont trouvé les artistes aussi avec qui on pouvait travailler, etc. Et donc, ça nous permet de permettre aux gens de reprendre confiance en eux. Ça permet aussi de retrouver de l'estime de soi, parce que bien souvent, chez ces populations, monter sur scène, elle le dit. Monter sur scène, chanter. Et à partir de là, quand vous montrez à quelqu'un qu'il a une valeur quelque part, c'est parti. Et la vie fait le reste. Ouais, ça passe par la confiance. Et ça passe par cette confiance-là. Et donc, comme on a de plus en plus de difficultés à recruter, nous, on axe notre travail sur les personnes les plus en difficulté pour déjà leur redonner envie de quelque chose et après de les accompagner sans leur mentir. On voit évidemment l'effet très pédagogique. On monte sur scène, on prend confiance. Puis il y a quand même une idée un peu de marque employeur, de dire, regardez, on est fun, on est jeune, on a des rappeurs. Venez aussi pousser la porte de nos entreprises. Acceptez de reprendre le chemin de l'emploi. C'est ça le message aussi. Tout à fait. Et ça veut dire aussi découvrir des métiers, parce qu'on parle mal des métiers, hein, l'actualité le montre aujourd'hui aussi, mais voilà, et donc c'est tout ce travail qu'on engage chez nous, et cette marque employeur, elle nous permet aussi d'attirer des talents très compétents, très haut de gamme, puisqu'en fait, notre entreprise marche aussi avec des gens, des bac plus 5, des bac plus 6, des bac plus 3. Pour structurer, etc. pour organiser. Avant de nous quitter, vous savez qu'on parle beaucoup d'emploi et de recrutement. Vous êtes présent avec nous, 2800 emplois temps plein. Vous recrutez, c'est quoi là en ce moment ? Combien de postes ouverts ? Comment ça se passe ? Ça se passe comme dans toutes les entreprises. Alors, on a différents types de recrutement. Il y a des postes extrêmement qualifiés pour accompagner le développement de nos entreprises, puisqu'on a à peu près 30% de croissance par an. Donc, ça va être des cadres, des étames, ça va être des ouvriers qualifiés, etc. Et puis, dans tous les secteurs d'activité, essentiellement dans les métiers de la transition écologique. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis après, on recrute énormément de personnes de premier niveau de qualification, où là, on va les recruter sur les soft skills, les compétences douces. On a tous les systèmes. Sans CV. Sans CV. Mais avec une personne en face. Souvent on dit il ne faut pas la photo, etc. Non, il faut de l'humain. Il faut de l'humain. C'est la rencontre qu'on va aller susciter, c'est le maître mot. C'est eux que vous insérez, c'est ça l'objectif. Et c'est ces personnes-là qu'on va insérer effectivement. Grâce aussi aux compétences que vous aurez recrutées à côté et qui vont les accompagner sur le chemin d'une formation et d'un apprentissage, on est bien d'accord. Tout à fait. D'une formation, d'un apprentissage, tout en les faisant travailler dans des conditions normales de travail. Car c'est une véritable entreprise. Les entreprises d'insertion sont d'abord des entreprises. Non, mais c'est le message qu'il faut marteler. Tout à fait. Merci Laurent Laïc. Donc entreprises qui veut dire qui produisent, qui ont de la productivité. Tout à fait. Merci Laurent Laïc de nous avoir rendu visite, très impliqué dans tous ces sujets d'insertion. Vous avez été président, je crois, de cette fédération. Oui, dans un ancien temps. Dans un ancien temps, mais vous l'avez été. Vous êtes aujourd'hui toujours membre, évidemment. Évidemment. Belle fédération. Président du groupe Lavarap, basé à Marseille. Le siège est à Marseille et on est présent partout en France. Partout en France, 2800 emplois équivalents temps plein. Ça fait beaucoup plus de bulletins de paie. C'est combien ? Presque 12 000 bulletins de salaire tous les mois. 12 000 bulletins de salaire et membres, vous l'aurez compris, de ce réseau Les Entreprises s'engagent. On fait une courte pause et on va parler retraite. Vous allez dire, oui, mais on en parle tous les jours. Oui, mais les retraites sur le plan européen, ça se passe comment en Italie, en Belgique, en Espagne, en Allemagne? On s'intéressera aussi aux États-Unis. Vous verrez que les choses ne sont pas si simples. Répartition, capitalisation, âge de départ. On va en parler. C'est intéressant de savoir ce qui se passe autour de nous pour tout simplement nous comparer et comparer peut-être même nos modèles. C'est le cercle RH, c'est les retraites et c'est juste après. Le cercle RH, la retraite, c'est comment ailleurs ? Bah oui, parce que c'est vrai que vous voyez beaucoup de manifestations en France, de débats enflammés sur les plateaux de télévision, sur un projet de réforme français d'ailleurs que les Français n'ont peut-être pas totalement lu en entier, assez complexe. Ça se passe comment en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Italie ?
On parlera des États-Unis aussi parce qu'on défend le modèle par capitalisation, c'est-à-dire placer l'argent en bourse, et c'est pas aussi simple que cela. Pascal Johannin est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman et vous nous l'aviez promis depuis des semaines. On va découvrir le rapport Schuman sur l'Europe 2023, l'état de l'Union, qui est vraiment le document de référence, qui est un livre collectif. On va peut-être voir le banc titre. Regardez-le, je vais vous le montrer. Nicolas Juchat va faire avec ses équipes un gros plan sur ce rapport Schuman sur l'Europe 2023. Et puis je vous présente Roxana, on l'entendra par téléphone pour le moins, Roxana Eleta de Philippis, maître de conférence en sociologie à l'université Le Havre Normandie. Pascal, commençons par vous, vous êtes avec nous et c'est un plaisir. Les modèles, il n'y a pas de modèle européen unifié des retraites, pour commencer très large. Non, parce que l'Europe sociale, c'est une Europe qui dépend des États. Donc les États ont tous mis chacun leurs règles sociales sur la retraite, comme sur en effet le chômage, les indemnisations, etc. Donc sur l'Europe sociale, ça dépend beaucoup des États. Mais il se trouve que quand on regarde les 27 États qui composent l'Union, il y a une certaine tendance à relever depuis plusieurs années l'âge de départ à la retraite, tout simplement parce que tous les États ont bien vu qu'il y avait un problème démographique, alors plus dans certains autres États que chez nous. C'est le sujet. L'Allemagne ? L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, où en effet la natalité est très faible. Et donc, si on veut assurer ce système où en effet les actifs payent pour les retraités, il faut bien qu'on compense le fait que l'espérance de vie s'allongeant, on a allongé le départ à la retraite et c'est progressif. Alors, on en est à peu près à 65 ans aujourd'hui dans beaucoup d'États, mais on risque d'aller vers plus loin si, en effet, cette courbe démographique continue à être déséquilibrée. Quand même, je me tourne vers vous. Vous êtes maître de conférence en sociologie, Roxana et l'État des Philippis. Cette question des retraites, comment vous la regardez, vous, à travers le spectre de vos travaux de sociologue? Et est-ce que c'est un sujet de tension transversale à tous les pays européens? Parce que j'ai vu qu'en Italie, la Ligue et le mouvement 5 étoiles voulaient réformer les retraites, avaient fait en sorte de les réformer pour revenir à 62 ans, alors que l'Italie était à 65 vers 67, qu'il y avait des tensions dans d'autres pays. C'est un sujet de tension, les retraites? Oui, c'est un sujet social, évidemment, donc politique, et des tensions, car, comme vient d'être dit, la plupart des systèmes européens fonctionnent par répartition, ce qui met en relation donc les ratios des dépendances actifs retraités. Et c'est une question, donc, un dénominateur commun, cette question démographique. Cette inquiétude, donc, de trouver un équilibre. Mais juste un mot, dans ce débat assez simple à comprendre, répartition, capitalisation, en préparant l'émission et en creusant, c'est passionnant, on voit qu'il y a certains pays européens qui étaient très en avance et qui avaient repoussé l'âge légal de la retraite régulièrement, et puis il y avait quand même des tensions. Je pense à l'Italie, par exemple, qui s'est crispée avec le mouvement de la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles, qui dit mais non, il faut revenir à 62 ans avec 38 années de cotisation. Enfin, rien n'est réglé en fait sur ce sujet. C'est un sujet très, très souple, très mou en fait, le sujet des retraites. En réalité, c'est un sujet qui nécessite du débat. Et qu'il n'y a pas de débat, donc il y a des tensions. C'est ce qu'on peut constater aussi en France aujourd'hui même. Oui, il faut trouver donc des accords politiques pour essayer de comprendre qui va travailler plus, qui va payer sa retraite, comment affronter ensemble la prise en charge collective des retraités et à quel prix. Donc à quel prix économique, c'est-à-dire combien doivent coûter ces retraites en termes de PIB. Donc vous voyez que rien qu'en énonçant dans cette phrase quelques éléments, on trouve que c'est économique, social et politique. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a autant de crispations, que ce soit donc là où apparemment c'était déjà réglé, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, et puis sans parler d'autres pays, donc l'Hongrie où c'est très conflictuel, et la France évidemment, donc on le voit, et c'est pourquoi c'est social et sociologique.
Pascal, vous connaissez bien sûr les 27 pays de l'Union à travers les travaux du rapport Schuman, mais l'Allemagne, vous en avez une connaissance très particulière. C'était conflictuel ce débat sur les retraites en Allemagne, parce que c'est 67 ans en 2031 en Allemagne, on est d'accord? Moi j'avais lu 2029. Oui. Mais, il y a plein de pays qui vont passer à 67 ans si en effet l'espérance de vie augmente et si en effet... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, il y a un accord, si vous voulez, où les gens, on a vu d'ailleurs sur le commerce, ils exportent plutôt qu'ils consomment. Donc oui, donc c'est une rigueur, ils travaillent, et eux ils sont pour le travail, et donc après il y a les loisirs. Voilà, donc c'est une autre façon de faire. Ça évolue chez eux aussi d'ailleurs, Voilà, parce que... ça évolue aussi, mais c'est pas forcément un modèle. Il ne faut pas transposer le modèle d'un voisin chez l'autre. Chacun a son particularisme. Ils capitalisent ou ils répartissent en Allemagne? Ils répartissent aussi. Mais il y a des accords, et puis, comme vous le savez, les syndicats sont dans les entreprises, ils siègent au conseil d'administration, donc tout ça est beaucoup moins conflictuel que chez nous, où on a l'impression que aujourd'hui, les retraites, c'est l'enfer. Alors que normalement, si ça avait été bien expliqué en France, ça allait dans le trend européen. Ceci étant dit, l'âge légal n'est pas le seul critère qu'il faut retenir, parce que vous avez dans tous les pays, bien évidemment, des dispositifs d'exception en fonction de carrière longue, de pénibilité, d'annuité. C'est-à-dire que si en effet vous avez un minimum, enfin si vous avez un certain nombre d'annuités, vous pouvez partir plus tôt, bien évidemment. C'est pas 64 ans ou 65 ans. Souvent, 65 ans, c'est le taux plein. Ça veut dire que si vous pouvez partir avant, mais vous risquez en effet d'avoir un... 45 ans de cotisation, Pascal, en Allemagne. Hein, quand on aura atteint les 67 ans d'âge légal, il faudra 45 ans de cotisation, sans avoir eu de rupture et de trou dans la carrière, pour avoir la retraite à taux plein. Enfin, la retraite à taux plein. Et donc, aujourd'hui, le seul pays qui est avec nous affichant 62 ans, puisqu'il y a deux pays, il y a la France et la Suède. Oui. Mais la Suède, c'est un modèle très flexible, où, en effet, on peut partir à partir de 62 ans, mais c'est pas à taux plein. La retraite à taux plein, elle est à 65 ans. Donc, il ne faut pas qu'on compare la France et la Suède. Parce qu'en effet, durée de cotise et âge de départ. Et âge de départ. C'est-à-dire qu'en effet, on peut, aujourd'hui en France aussi, il y a des possibilités de partir plus tôt, mais ça veut dire que vous avez une perte. Donc, après, si c'est votre choix de vie, il n'y a aucun problème. Mais dans chaque État, il y a également des dispositifs. Et puis, il y a aussi, je suis une femme, etc. J'allais venir. Le taux de départ à la retraite, l'âge de départ à la retraite n'est pas le même chez les hommes que chez les femmes. En fonction du nombre d'enfants. Voilà, parce que même si aujourd'hui il y a des pays qui voudraient qu'en effet ça se rejoigne à terme, un jour, aujourd'hui les femmes partent beaucoup plus tôt à la retraite que les hommes. Je vais donner la parole à Elena parce qu'elle a signé un papier dans le JDD, si je ne m'abuse, justement sur l'inégalité de départ entre les femmes et les hommes. Mais quand même, cette petite animation sur l'âge de départ à la retraite qui veut tout dire et rien dire, puisqu'il faut tenir compte, en plus de l'âge de départ, de la durée de cotisation qui change tout, notamment la loi Touraine en France qui augmentait les durées de cotisation, puisque, rappelons qu'il y a une quinzaine d'années, je crois, on était à 37 annuités et demi. Oui, et maintenant on est à 40. On est à 41 et 42. Allemagne, 65 ans et 10 mois. Ça sera valide, mais 67 ans en 2031. Donc on aura 2 ans de plus à partir de 2031. Belgique, 65 ans. Oui, et 67 ans également, à l'objectif 2030. Et il y a une réforme en cours. L'Espagne, 65 ans, mais alors là c'est intéressant parce que c'est une cotisation à 37 ans. Donc là, ils sont restés, je dirais, sur le chiffre français des 37 annuités ou années de cotisation. Le Royaume-Uni, 66 ans. Et j'ai vu que eux aussi étaient en train de réformer, parlaient de 67 voire même 68, si je ne m'abuse. Et le Danemark, alors le modèle nordique, 67. Oui, et ils vont passer à 69 également en 2035. Enfin, c'est l'objectif, attention. C'est des choses qui sont données comme indication parce que, on entre moins tôt dans l'âge, dans la vie active, il y a moins d'enfants dans beaucoup de pays, et si on n'adapte pas l'espérance de vie, où en effet elle augmente quand même toujours, ça arrivera peut-être à un moment où elle n'augmentera plus, mais c'est vrai qu'il faut en effet, pour avoir ce système, ou alors on en change,
ou on le complémente par d'autres choses. Bah oui. Mais si on veut garder ce système, il faut bien qu'en effet, les actifs payent pour les retraités. Sinon, en effet, il n'y a personne qui peut payer pour les anciens. C'est ce qu'a martelé en tout cas le gouvernement français. Roxana, papier dans The Conversation qui a été repris dans le JDD, où vous pointiez du doigt l'inégalité entre les femmes et les hommes. Juste un mot, parce que vous êtes sociologue, est-ce qu'on peut faire des réformes des retraites contre l'avis général du peuple, pour utiliser un grand mot? En réalité, je voulais d'abord, si vous me permettez, faire une sorte de recadrage. Je ne sais pas si ça s'est dit comme ça, mais en réalité, la retraite est un trésor qu'on ouvre avec 2 clés. La première clé, donc, c'est l'âge. Et la deuxième clé, c'est les annuités, c'est-à-dire les nombres de temps passé au travail. Donc ça, je pense que de façon générale, on l'a compris. Ce qu'il y a de particulier dans avec cette réforme, c'est que ça va pénaliser un certain nombre de personnes, en particulier les femmes. Donc c'est ce que j'ai dit dans mon article des Conversations. Pourquoi? Parce que nous avons des carrières tout à fait particulières. Donc, non seulement elles sont à temps incomplet, impartiel, mais en plus, nous nous retirons du marché du travail en général, donc pour élever les enfants. Mais je voudrais donc exprimer que l'âge moyen de départ des femmes à la retraite aujourd'hui en France, il est plus important que celui des hommes. Donc juste le contraire de ce qui vient d'être dit tout à l'heure sur les plateaux. Les hommes se retirent donc avant les femmes. Et pourquoi cette réalité? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment cotisé. Donc vous voyez qu'on ne peut pas quitter donc la vie active. Oui. On peut avoir l'âge, mais on ne quitte pas la vie active si on n'a pas l'ancienneté. Ouais, ou alors on quitte la vie active, mais on a moins évidemment, puisque le calcul se fait et on a moins d'argent. On ne peut pas quitter la vie active, en tout cas toucher une retraite, si on n'a pas atteint l'âge légal. C'est pour ça que je dis tout à l'heure cette image d'un trésor qui s'ouvre avec deux clés. Une double clé. C'est une belle image. C'est-à-dire que c'est et l'âge et les annuités. Donc si on se retire avant, donc évidemment on a une retraite moindre, ce qui explique entre autres choses pourquoi nous on reste déjà donc dans la vie active les femmes à 63,200. Alors aussi, je voudrais revenir et réagir par rapport aux solutions proposées. Parce que, oui. Allez-y, terminez votre phrase. Dernièrement, donc, sur les solutions proposées, c'est que le taux d'activité des femmes aujourd'hui, il est 70%. Donc je veux dire qu'on pourrait quand même trouver des solutions autres que de relever l'âge de la retraite et cotiser plus. Par exemple, en faisant participer donc de cet effort collectif plus des femmes sur le marché du travail. Ou par exemple en intégrant d'autres travailleurs qui sont aujourd'hui au chômage. Donc vous voyez, les solutions ne sont pas à sens unique, il faudrait les aborder toutes pour savoir donc qui gagne et qui perd avec cette réforme. Je pense que c'est une question qu'on doit se poser, donc socialement et politiquement, et pour tenter de distribuer donc de façon le plus équitable possible l'effort national. Voilà ce que je voulais exprimer uniquement. Bien je sûr. vous en prie. Merci, restez avec nous. Pascal Joannin, un mot, parce que je suis allé voir aux États-Unis et il y a un débat. C'est les États-Unis, c'est le pays libéral, tout ça est capitalisé sur des fonds qui sont placés en bourse globalement. Sauf quand on regarde dans la réalité de certains États, je pense au New Jersey, la seule différence avec la France, ils sont avec un système par répartition, mais ils n'ont pas de complémentaire. Ce que nous, on a en France. L'Europe a sa religion sur ce sujet, parce que certains reviennent sur le sujet de « mais la répartition n'est pas l'alpha et l'oméga de la retraite ». On peut aussi imaginer jouer en bourse, et quand on voit l'évolution du marché boursier, on se dit qu'après tout, économiquement, c'est pas totalement absurde. Vous avez quand même en France ou dans certains pays d'Europe, la règle, en effet, c'est la répartition. Mais on vous dit, si vous voulez améliorer votre ordinaire... Les PERP, Voilà, les PER, les choses comme ça, avec des avantages fiscaux, en tout cas, c'est incitatif. Abondé. Préparez vos vieux jours, parce que forcément, même si vous avez une retraite à taux plein, ça ne sera pas ce que vous avez eu comme salaire, etc. Si vous avez eu une carrière le rectiligne, c'est très bien, mais enfin, il y a des tas de choses qui feront que vous allez peut-être avoir des surprises. Et donc, si vous voulez, si vous avez les moyens aussi, bien évidemment. On est d'accord. Si vous avez les moyens, améliorer l'ordinaire. Et donc, on n'a pas attendu les États-Unis, mais les États-Unis, on travaille c'est pareil, c'est un culte du travail. On cumule les emplois s'il n'y en a pas suffisamment, si on a des petits jobs, etc. Et on part pas avant 65 ans. Et même si notre santé le permet, il y en a qui restent
Ouais, très longtemps à ça, c'est vrai. l'entreprise, parce que c'est aussi, comme je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, il y a une transmission vers des jeunes, de l'expérience, etc., pour pas partir brutalement. Mais c'est aussi une question de valorisation du travail. Si en effet on vous valorise pas à certain âge, ben, vous n'avez pas intérêt à rester, on Exact. vous pousse dehors. Donc attention, il faut regarder ça aussi. Il y a l'âge légal et puis il y a la réalité de l'entreprise où à partir d'un certain âge on vous pousse. Il nous reste peu de temps, Pascal Joannin. Juste une question, répondez très court, mais c'est une question que tout le monde se pose, puisque le président Macron a dû y répondre. Cette réforme est-elle une réforme imposée par Bruxelles? Non, ce n'était pas une réforme imposée par Bruxelles, mais ça fait partie des choses qui faisaient que la France était un petit peu en porte-à-faux avec d'autres trends, comme d'autres tendances où en effet l'âge de la retraite a été augmenté, y compris dans les pays du Sud et pas dans les pays du Nord, hein, la Grèce, l'Italie, etc., l'Espagne. Et donc, on ne peut pas être complètement tout seul dans notre coin contre les autres. Donc, ça allait dans le bon sens. Et on a plein de choses économiques où l'Europe attend qu'on fasse des réformes parce qu'en effet, on est un petit peu en dehors des clous. Et donc, il faudrait qu'on revienne à une normale, ou à un standard européen. Le standard européen. Mais en effet, il y a la méthode et je pense que l'objectif était louable, mais que peut-être en effet la méthode a été mal préparée pour qu'on ait à ce point cette crispation sociale. Merci Pascal Joannin d'être venu nous rendre visite pour nous éclairer sur ces modèles. Alors tout ça est très technique parce que ce sont l'objet de réformes dans beaucoup de pays. Hein, ces retraites, ça ne s'est pas fait en un jour. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman avec le rapport sur l'Europe 2023, l'état de l'Union, qui est un livre, un ouvrage de référence, ouvrage collectif que je vous présente. Et il est, j'imagine, dans les meilleures librairies. Tout à fait. Et en version e-book aussi pour ceux qui maintenant sont sur les liseuses. Exactement. Merci à vous, Roxana Eleta De Philippis, maître de conférence en sociologie, Université Le Havre Normandie, à découvrir votre article dans The Conversation, justement sur cette inégalité entre les femmes et les hommes. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille Julien Morisson sur la relation authentique. Mais ça veut dire quoi? On en parle avec lui. Fenêtre sur l'emploi, on accueille Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. CEO des Années Folles. Vous avez choisi, alors c'est un sujet qui est au cœur de vos préoccupations, de la communication. Alors la communication, alors tout le monde en parle, tout le monde en fait, mais la communication authentique, c'est quoi et est-ce que c'est possible? C'est une bonne question. Est-ce que c'est possible? Je dirais qu'on en parle quand même de plus en plus souvent. Ça veut dire quelque chose qui ne sonne pas bien ou qui sonne creux ou qui est un peu décalé. Et donc oui, c'est nécessaire de parler d'authenticité, surtout pour une entreprise. Alors pour plusieurs raisons, mais oui, c'est nécessaire de parler actuellement d'authenticité dans la période notamment que nous traversons. Concrètement, c'était quoi le problème? C'est quoi le problème autour de cette question de l'authenticité ou du bullshit? Oui, c'est vrai. C'est un peu ça l'idée. On se dit, j'y crois pas à son truc. C'est de la com. Oui, c'est de la com. Il y a un truc qui n'est pas cohérent. Je dirais qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les entreprises ont commencé à se poser la question de l'authenticité. C'est assez récent. Un, pour attirer. On est dans une volonté d'attirer des collaborateurs, de les retenir aussi. Et donc, il faut une adéquation entre les valeurs que l'on porte, les messages que l'on porte, qui soient plus logiques entre ce qui est dit et d'un côté ce qui est incarné. Pour une autre raison, et qui est liée finalement à l'authenticité, c'est le phénomène de transparence dont on entend parler, finalement pas uniquement les transparences de la vie publique, mais aussi la transparence de l'entreprise. Parce que vous savez maintenant, avec les réseaux sociaux, eh bien, les salariés, les collaborateurs, les candidats vont tapoter un certain nombre de mots-clés et vont ressortir des messages. Et donc, tentation aurait pu être grande de porter des valeurs en disant... moi, je travaille sur l'organisation un peu changeante ou le télétravail, mais en fait, ça ne le fait pas. Sauf que désormais, on dit, mais non, mais ça passe plus. Ça ne passe plus. Les engagements qui ne sont plus tenus, concrètement, il y a quelque chose qui désormais est boycotté ou en tout cas dénoncé. Alors, avant, il y avait la com traditionnelle, alors la com externe et la com interne, parce qu'il y a deux communications, deux canaux. Comment on y remédie? Comment on fait de la vraie com authentique? Comment on fait pour être le plus sincère possible sans se mettre en danger non plus, parce que c'est aussi toute la difficulté. Complètement. Alors je dirais, il y a des choses déjà qu'on ne fait plus. Dans les choses déjà qu'on ne va plus faire, c'est uniquement travailler sur des choses qu'on a déjà vues 50 milliards de fois, sur des copier-coller qui ne sont pas très très cohérentes, où tout le monde le fait, donc du coup on va faire un peu la même chose dans les mêmes endroits, les mêmes discours, donc ça on ne fait plus. On le voit sur LinkedIn, il y a certains qui se sont taclés, arrêter ces messages bullshit. Non mais en fait ça ne tient pas la route et je dirais que de moins en moins de personnes sont dupes. Deux, on fait porter les messages aussi par des gens qui l'incarnent.
Moi, je ne suis pas favorable, alors c'est un message que j'envoie, mais je ne suis pas favorable à ce que la RH, finalement, donne toujours les avis sur tous les métiers. Je pense que quand on est CMO, c'est-à-dire marketing, il faut expliquer ce qu'est son métier, ce que l'on attend dans l'entreprise. La même chose Oui, qu'on est dans la sécurité, dans le marketing. Vous dites la DRH ne peut pas avoir tout en tête et connaître tous les métiers. Non, ça ne tient pas la route. Et je dirais qu'elle doit apporter en revanche une vision, une prédictivité, si je puis dire ainsi, en tout cas des perspectives de carrière. Et donc ça permet d'être plus cohérent. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour y répondre ? Je dirais qu'on incarne davantage. On est là où se trouve la cible, on est une approche marketing. Si ma cible est sur TikTok, on essaie d'aller sur TikTok à condition d'être aussi cohérent dans le message. Si ma cible est davantage sur LinkedIn et des médias traditionnels, on se développe sur ces médias traditionnels. 2, on arrête avec des mots qui sont des mots tarte à la crème, comme ninja de quelque chose, super-héros d'autre chose. Par exemple, vous pourriez dire, moi je suis super-héros des mots. Ça veut dire quoi ? Je suis journaliste. Ah oui, d'accord, c'est intéressant. Donc c'est une espèce de jeu de mots un peu vaseux qui... Ils veulent rien dire, c'est-à-dire que concrètement, si je dis je suis ninja des chiffres... Vous l'avez vu ça, ninja des chiffres ? Ah oui, bien sûr, évidemment. Magicien des chiffres, ninja des chiffres, oui, bien sûr. Et ça veut dire quoi ? C'est financier. D'accord. Ah oui, sinon on n'a pas vu venir. Et ça vient de l'entreprise qui, en fait, essayait de rendre un peu fun. Soyons fun, les gars. Je dirais qu'au démarrage, c'est venu de certaines agences qui se sont dit on va un peu sortir du lot et on va un truc marrant. Et ça a plutôt pas trop mal marché. Le problème, c'est comme tout, c'est-à-dire l'utiliser de manière un peu avec parcimonie. Vous savez, c'est comme le mot bienveillance, bienveillance et résilience. Je pense qu'il faudrait compter combien de fois on l'utilise. Résilience, un peu moins, vous avez remarqué. Un peu moins, c'est peut-être un peu moins. Mais bienveillance, c'est 10, 20, 50 fois par jour. Au bout d'un moment, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de prisme. Et donc, ce qui avait du sens, donc revenez à des intitulés de poste un peu plus cohérents, un peu plus incarnés. Et je sais que c'est pas évident de pas tomber dans le syndrome de la tomate. C'est-à-dire, tout le monde va acheter une tomate authentique, élevée à côté de soi, qui est un peu comme ça verdâtre. Mais quand on va poser ces tomates à côté des tomates rouges, on va quand même prendre tous ces tomates rouges. Et ben l'entreprise, elle doit un peu jauger. Oui, le syndrome de la tomate. Je crois que c'était bien placé. Non, mais c'est intéressant. Mais disons que ça parle. C'est-à-dire que l'entreprise, elle doit trouver les bons mots entre dire voilà, je sais que si je dis que je paye moins 20% de moins que mes concurrents, les gens, je me fais pas d'illusions, ils viendront pas chez moi. Donc il faut aller sur ok, qu'est-ce que je peux dire en termes d'irritant qui est quand même acceptable. Et c'est là-dessus que l'entreprise doit travailler. Mais vous dites aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience des business units, des patrons de la finance, du marketing et de tous les secteurs pour qu'ils prennent en charge aussi l'incarnation des postes. La DRH, avec toutes ses qualités, elles viennent souvent chez nous, mais elles n'ont pas la vue panoramique et la précision des secteurs. Ça, c'est intéressant. Elles n'ont non seulement pas la précision, et surtout, ce qui va sembler séduisant pour elles ne l'est pas forcément aux yeux des gens qui vont candidater et ne l'est pas forcément aux yeux des professionnels. Et ça, c'est assez logique, d'une part, et deuxièmement, vous tombez assez rapidement dans une espèce de mots un peu tarte à la crème qui n'ont plus vraiment de prisme, alors que l'opérationnel, lui, c'est-à-dire que si vous voulez... vous avez besoin de serveur, allez demander au serveur c'est quoi son quotidien. Alors ça sera peut-être pas des jolis mots, ça sera peut-être pas des syllabes très alambiquées, mais lui il va dire voilà, moi je suis venu là parce que c'est pas très loin de chez moi et c'est des choses qui sont pour lesquelles vous allez dire oui, moi c'est pas très joliment mis en scène, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Pareil pour le marketing, il va parler d'outils, il va parler de structures, de projets sur lesquels ça va susciter de l'intérêt alors que vous n'allez peut-être pas forcément l'aborder. Oui, et puis là vous nous évoquez aussi des pans de la communication moderne. On n'est plus dans la communication à papa et les communiqués de presse avec le numéro de... Les leaflets là, avec tout le monde derrière comme ça, ouais, ça c'est fini. Ça. Donc oui, là, ça n'a plus de sens. Voilà, et notamment la vidéo à ce titre-là est intéressante parce qu'elle permet de passer plus de messages, de développer une pensée un peu plus complexe. Et d'incarner pour le coup. Complètement, et puis d'avoir un peu les off, les back-office. On a tous envie finalement de savoir comment ça se passe en interne. Merci Julien Morisson de nous avoir parlé avec autant d'authenticité. On essaye. Parce que c'est ça l'objectif. Exactement. Évidemment, on se parle en vrai depuis des années maintenant, enfin depuis au moins 2 ans. CEO des années folles, merci de nous avoir rendu visite Julien. À très bientôt de vous accueillir. L'émission est terminée, mais vous la retrouverez évidemment dès demain. Merci à vous, merci de votre fidélité. Évidemment, merci à toutes les équipes qui m'accompagnent dans cette émission. Alice aujourd'hui à la réalisation, Saïd au son et l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis étaient derrière en coulisses. Merci à vous et je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.